Oui Sport FR, 100% live. C'est l'heure de Corentin prend le contrôle, spécial top 50 des entraîneurs de la saison. Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième numéro du CPLC spécial top 50 des entraîneurs de la saison. Voilà, on commence à rentrer petit à petit dans les milieux de nos classements et voilà, on a fait la moitié déjà du chemin pour ces classements d'entraîneurs qui nous ont fait découvrir de beaux noms pour l'instant et on a hâte en tout cas d'arriver vers la fin. Je ne suis pas tout seul, je suis toujours accompagné de mes deux compères de la semaine. Bien sûr, il y a coach Maxou qui est récemment sorti de prison avec sa nouvelle coupe de cheveux. Maxou, comment vas-tu? Salut Coco, bonjour à tous. Et effectivement, comment dire, l'avancée du top 50 est inversement au volume de cheveux sur mon crâne, donc voilà. Merci Maxence. Avec nous aussi, on a également Mickaël. Mickaël, comment ça va? Qu'en penses-tu de la coupe de cheveux de Maxence? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je trouve ça magnifique. Voilà, y a pas de mots. On a rarement vu crâne plus C'est, lisse. ah ouais, non, là, c'est Ouais, magnifique. Ça c'est brille. c'est une C'est, dédicace c'est, à Fabulous Fab. Voilà. c'est beau parce que ça fait, il a un point de commun en plus avec Pep Guardiola et ça, c'est beau. Voilà, Donc exactement. voilà, Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. si vous voyez un faisceau lumineux aux alentours de Belfort, n'ayez crainte, c'est le crâne de Maxence qui reluit. Mais écoute Maxence, je te propose de nous faire le rappel des règles avant qu'on puisse entamer le troisième épisode de Stop 50. Ouais, tout à fait. Pour rappeler à nos auditeurs, c'est le troisième épisode de notre top 50 spécial coach de l'année. On entraîneur de tous les championnats. Et l'objectif, c'était un peu de faire un petit point sur ceux qui se sont bien débrouillés, qui ont réussi à optimiser au mieux l'effectif qu'ils avaient à disposition, qui avaient obtenu les meilleurs résultats justement par rapport à cet effectif. On pouvait aussi traiter sur une vue d'ensemble un petit peu sur le coaching, le management, l'âge et aussi le style de jeu qui a été mis en place. Et donc voilà, c'était à peu près ouvert à tous et à toutes, à tous surtout, à tous dans le sens voilà que ça pouvait des entraîneurs de club, des sélectionneurs et avec une bonne dose de subjectivité et de blasphème comme à chaque fois. Bien sûr, ça va de soi. Et du coup, aujourd'hui, on attaque les places numéro 30 à numéro 21. Voilà, on va arriver à la moitié du classement. Toujours le petit tableau qu'on retrouve avec bien sûr le montage en direct niveau CPC1, on n'oublie pas, et je sais que Mathieu Darbas appréciera. Donc voilà, messieurs, je vous propose qu'on rentre sans plus attendre dans le vif du sujet. Et je vais attaquer tout de suite par le numéro 30 qui, chez moi, sera le successeur de Fabien Mercadal qui nous a bien fait rire hier entre nous trois en off. Et ce n'est pas ce diable de Pascal Duprat, mais c'est bien sûr Bernd Storck, l'entraîneur du Cercle de Bruges, qui a hérité d'une équipe au plus haut de sa forme avec 0 victoire en 10 matchs, et sachant qu'il y avait 10 défaites dans l'eau, donc voilà, une équipe au top de ses capacités, dans un Cercle de Bruges renouvelé comme chaque saison de beaucoup de mouvements sur le marché des transferts. Ils étaient bons derniers, puis au final, à l'arrêt du championnat, à une journée de la fin, le cercle de Bruges était remonté. Voilà, c'est sur combien? 15 places le championnat belge? On me contredira peut-être. Oui, ça doit être ça. Et ils étaient remontés à la 13e place, en tout cas 2 places avant la fin, ce qui les mettait du coup hors de danger de la relégation. Le tout, ouais, c'est 16 places, pardon. Donc ils étaient 14e et ça les mettait hors de danger, en tout cas de relégation, tout en pratiquant aussi un style de jeu assez alléchant, avec voilà, quand même des joueurs de qualité, avec des jeunes monégasques, mais avec aussi des joueurs comme Kylian Hazard. Donc voilà, Bernstorff qui mérite sa place quand même pour avoir fait une des missions les plus périlleuses, je pense, du football européen cette saison, et avec la manière qui plus est. Donc voilà, comme quoi on n'est pas obligé forcément d'envoyer des grands parpaings pour se maintenir.
et non plus de se faire passer pour Pep Guardiola sur des interviews sur Beansport, n'est-ce pas, monsieur Mercadal? Voilà pour, voilà pour ma 30e place, Bernd Storck. Maxence, je t'en prie, introduis-nous ton premier coach de l'émission. Ouais, et ben écoute, en 30e, j'ai un coach dont Mika a parlé hier, c'est Roulen Lopetegui. Donc pourquoi je mets Lopetegui 30e? C'est un entraîneur qui est assez difficile à classer pour des raisons qu'on avait déjà un peu abordées hier, dans le sens où effectivement Séville est troisième du championnat et c'est la tête de file du petit groupe qui se place derrière le Barça et le Real. Donc en soi, au niveau du championnat, il a de très bons résultats. Séville, il me semble, n'a jamais réussi à se classer au-delà de la 4e place malgré les différents entraîneurs qui sont passés avant. Mais pour autant, moi je suis toujours pas convaincu par Lopetegui. J'ai regardé pas mal de matchs du FC Séville et j'ai toujours du mal à savoir vraiment où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire de cet effectif. Il y a parfois des matchs où il y a une volonté très offensive et parfois il se retrouve à été très réactive face à des adversaires modestes. Moi, je me souviens surtout d'un match, c'était face à Majorque, où effectivement, il gagne 2-0 avec deux décisions arbitrales en sa faveur assez hallucinantes, mais où tout au long du match, il laisse complètement le ballon à Majorque et il est à 2 doigts de la correctionnelle plus d'une fois. Et si les Majorcains s'étaient montrés un petit peu plus réalistes, le résultat aurait pu être largement tout autre. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, j'ai toujours du mal un peu à savoir ce qu'il vaut en tant qu'entraîneur. Comme l'a dit Mika, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a pu voir sur ces anciens clubs. C'était déjà pareil à Porto. Bon, au Real, c'était assez pareil, assez difficile de le juger. Donc voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. En ayant eu une identité un peu plus claire, il aurait été beaucoup plus haut. Mais là, pour l'instant, je peux pas le mettre dans la première partie du top, donc il est 30e. Très bien pour Roulen Lopetegui, qu'on verra bien sûr en novembre chez moi. Mika, je t'en prie, ton premier entraîneur de l'émission, pour la 30e place, vers qui on va se diriger? Alors pour la 30e place, on va parler d'un entraîneur dont tu as parlé hier, il me semble, c'est Neil Lennon C'est du ça, ouais. Celtic. Donc bah voilà, hein, on va pas trop s'attarder dessus, on a déjà bien parlé, hein. Le premier du championnat devant le Rangers de Gerrard, mais éliminé contre Copenhague en Europa League. Donc voilà, c'est voilà, dans une équipe qui est réputée pour nous faire découvrir des pépites très souvent. Donc voilà, il va gagner le titre parce qu'il a quand même pas mal de points d'avance. Euh, donc voilà, je pense que les supporters sont contents malgré la défaite lors du Old Firm contre les Rangers. Donc voilà, 30e place. 30e place, Neil Lennon. On va sans plus attendre enchaîner, hein. Voilà, on envoie un peu du steak aujourd'hui. 29e place pour moi, on va partir du côté du stade de Reims, puisqu'on a David Guillon, bien sûr, qui rentre parfaitement dans le cadre de ce top 50. T'en as parlé, je crois, hier, Mika. Ouais, 36e Ouais, position. ouais, Ouais. ouais. Et bien moi je le mets cette place plus haut parce que voilà, 5e de Ligue 1, une des équipes les plus difficiles à jouer dans le championnat. Tu l'as bien dit hier, il a stabilisé le club voilà, en Ligue 1, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières décennies. Et voilà, on sait à quoi s'attendre quand on regarde Reims. Ça peut être voilà, de la contre-attaque comme du jeu un peu plus avec la balle, mais voilà, il a fait des bons coups. Je pense notamment à sa victoire contre Marseille ou aux différents nuls contre Monaco. Voilà, c'est une équipe que tout le monde n'espère pas jouer. Donc voilà, rien que pour ça, rien que pour la performance, et puis aussi le fait qu'il développe beaucoup de bons joueurs. Je pense à Boulaïdia qu'il a sorti de nulle part et qui explose cette saison. Je pense au latéral gauche Camara, même Ghislain Conan qui fait des bons matchs. Donc voilà, il a une bonne équipe, il valorise bien ses joueurs et il rentre complètement dans les critères qu'a pu dire Maxence auparavant. Donc 29e place, David Guillon. Maxence.
Écoute, je vais continuer avec encore un entraîneur dont a parlé Mick hier, c'est Carlos Carvalhal, donc l'entraîneur du Rio Ave. J'ai pas énormément de choses à rajouter. Mika en avait très bien parlé hier, pardon. Donc ceux qui veulent plus de précision pourront aller retourner voir le podcast d'hier. Pour autant, ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est sûrement un des entraîneurs européens qui est le plus sous-coté parce que partout où il passe, il fait du super boulot. Ça avait été le cas à Cardiff, il me semble. Il était passé ensuite à Swansea, où il n'avait pas réussi à les sauver, mais c'était passé ric-rac. Et faut pas oublier que Carvalhal, c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'importance dans tout ce qui tourne autour de la théorie et de la méthodologie d'entraînement au Portugal et qui a fait les grandes heures des coachs lusitaniens ces dernières années. Donc c'est quelqu'un qui mériterait d'être un peu plus souvent mis en lumière parce que quand on voit son Rio Ave jouer, bah, c'est vraiment dans la lignée de certaines belles feeling story de ces petits clubs là. Bon, après les Rio Ave, c'est encore un contexte différent. Ils sont dans l'écurie Georges Mendes, donc ils peuvent avoir des joueurs un peu meilleurs. Ils sont régulièrement dans le top 5, top 6 de Liga Noche ces derniers temps. Mais voilà, il s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a pu voir avec Luis Castro à Chavez, Marco Silva et Storil un petit peu plus avant. Ces coachs-là qui arrivent à faire de petits clubs de vrais outsiders en championnat et qui arrivent à avoir des vrais bons résultats. Donc, en plus de ça, au niveau du style, hein, Rio Ave, c'est une équipe qui joue vraiment très bien au ballon. Et c'est vraiment un modèle à suivre pour des entraîneurs qui cherchent un petit peu à émanciper leurs pensées parce que l'avantage, et Mick sera assez d'accord avec moi, je ces petits clubs où ce sont des joueurs qui sont souvent moyens, voire moyens plus dans certains cas, c'est que on arrive très bien à voir l'identité du coach, le modèle de jeu qu'il veut mettre en place, parce qu'étant donné que ce sont des joueurs qui souvent n'ont pas un profil très créatif ou des capacités d'élimination au-dessus de la moyenne, bah forcément ça reste assez scolaire et dans l'application du modèle de jeu, donc c'est souvent très intéressant à voir. Et j'encourage les gens à aller voir des matchs du Rio Ave de cette saison. C'était vraiment très intéressant à regarder. Voilà pour Carlos Carvalhal. Voilà, c'est la dernière fois qu'on le verra dans ce top 50 puisque je ne connaissais pas cette chère personne avant encore hier. Donc merci à vous deux, messieurs, de nous le faire découvrir. Mika, pour ta 29e position, où nous emmènes-tu? Eh ben, on prend le bateau ou l'avion, c'est comme vous voulez, mais on va au Mexique pour parler de Robert Dante Siboldi, donc l'entraîneur de Cruz Azul, leader du championnat mexicain. Voilà, c'est un ancien joueur uruguayen. Cruz Azul, c'est un club qui n'a pas gagné de titre depuis 20 ans. Et lui, il est actuellement premier devant le Club América. C'est l'ancien entraîneur de Santos Laguna. Et cette année, ben, il a réussi à battre à l'extérieur le Club América de Herrera, donc une très bonne équipe. Et malgré tout, être premier pour Cruz Azul dans un championnat qui reste compétitif, c'est quand même une sacrée performance. Donc je tenais à le souligner dans ce top. Robert Siboldi, c'est ça? Si je me trompe pas. Je viens Body. d'écrire Siboldi. Eh bien écoute, qu'on embrasse, et puis encore un nom qu'on découvre. Voilà, je rectifie le nom que j'avais mal orthographié pour éviter de choquer les plus jeunes. Et voilà, messieurs, je vous propose de passer tout de suite à la 28e position. Moi, je retourne du côté de la Ligue 2, puisque je vais parler du magicien Pélissier. Voilà, qu'on voit du côté de Lorient, il a fait le choix de partir d'Amiens au mercato d'été pour rejoindre le challenge lorientais, qui, on le sait, n'est pas forcément une mission des plus simples, même s'ils ont un budget quand même assez conséquent. Il était premier avant la crise du coronavirus, donc voilà, avec un projet de jeu qu'on connaît, un joueur qui sait mettre aussi les jeunes en valeur, comme Enzo le fait, qu'on a du côté de Lorient ou autre. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'est un entraîneur qui avait peut-être connu un peu de turbulence là avec une défaite à Ajaccio juste avant l'arrêt des championnats. Mais sinon, voilà, on sait à quoi s'attendre avec lui et on l'aurait très probablement revu en Ligue 1 la saison prochaine. Donc voilà, pour moi, il mérite d'être
dans ce top, en tout cas déjà pour la prise de risque de redescendre de Ligue 1 pour de redescendre en Ligue 2 pardon pour retrouver la Ligue 1 avec un club un peu plus faible on va dire. Donc voilà Christophe ou Christian, j'ai du mal avec les prénoms. Christophe, il me semble. Christophe Pélissier, Ah ouais, c'est ça, Christophe, ouais, Christophe. Christophe. Donc voilà, Christophe Pélissier rentre parfaitement en 28e position de mon top. Maxence, je t'en prie. Ouais, eh ben écoute, moi je vais rester en France pour parler d'un entraîneur qui a déjà apparu 2 fois, donc c'est David Guillon du Stade de Reims. Donc vous en avez déjà tous deux très bien parlé. Meilleure défense du championnat. Donc voilà, la défense c'est quelque chose c'est pour moi le symbole de ce qui est travaillé par un entraîneur, parce que la défense ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui s'apprend, au contraire du jeu offensif qui peut être plus libre selon les joueurs qu'on a. Plus de place pour la créativité. Mais exactement, mais la défense c'est quelque chose qui est très scolaire, très théorique. Ah oui. Et donc quand une cinquième du championnat, avec une vraie capacité aussi d'analyse du jeu adverse. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain quand ils se sont imposés 2-0 là-bas. On l'a vu quand ils ont joué Marseille en début de saison aussi. Il a une vraie capacité de s'adapter, d'adapter aussi en cours de match, ce qui est vraiment intéressant. Et après, moi je le mets pas forcément plus haut parce que il y a un double côté en fait. Un double côté, c'est que certes, lui représente et fait briller le fait que le Stade de Reims est un club qui travaille très bien, mais je me demande aussi si le fait que le Stade de Reims est un club qui travaille très bien, ça optimise aussi lui son rendement. Je me dis que peut-être qu'un coach qui serait un petit peu moins fort que lui pourrait faire peut-être aussi bien, parce qu'il faut voir aussi comment le Stade de Reims travaille au niveau du mercato, au niveau des joueurs mis à disposition. Ils ont quand même un effectif de qualité, pas d'une équipe qu'on attendrait cinquième, mais dans une Ligue 1 à géométrie variable où le travail n'est pas forcément le truc qui est le plus répandu. Bah, dans un club qui bosse, ça suffit pour finir cinquième. Donc bravo à lui, franchement c'est du super travail. Et maintenant j'attends de voir s'il est capable de faire passer un step à Reims, notamment sur le jeu offensif qui parfois reste un peu rustre. Frustre, pardon, frustre, pas rustre, frustre. Voilà. Eh bien écoute David Guillon qu'on ne reverra plus et on l'embrasse en tout cas lui qui est devant son ordinateur et qui doit certainement célébrer. 28e position, Mika, je te propose d'enchaîner. Eh ben, en 28e position, on va parler de Brian Priske, l'entraîneur de Midtjylland au Danemark. Donc 12 points d'avance sur Copenhague. Dans un club pionnier dans tout ce qui est data, analyse de l'adversaire, statistiques. Voilà, c'est un club que j'espère vraiment voir en Europe parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner contre des adversaires autres que danois. Donc voilà, j'ai un entraîneur assez jeune. J'ai plus son âge, mais il me semble qu'il est encore assez jeune. Alors, je vais dire ça, il a 42 ans, Et il va donc avoir 43 ans le mois prochain. 42 ans. Voilà, donc à cet âge-là, déjà être champion avec autant de points d'avance sur un club comme Copenhague, dans un championnat où il y a quand même qui est assez homogène quand même. Donc voilà, je salue son travail. Eh bien écoute Brian Prisque qu'on embrasse. Voilà pour la 28e position, on va pouvoir passer tout de suite à la 27e position. Moi je vais partir du côté de la Grèce puisque je vais parler de Pedro Martins, l'entraîneur de l'Olympiakos Le Pirée, que j'ai pas mal vu jouer cette saison, en tout cas en Coupe d'Europe, ce qui peut un peu détonner avec tout ce que j'ai pu dire auparavant, mais ouais, je les ai vus jouer contre Tottenham, contre Arsenal, je sais plus avec qui d'autre dans la poule de Tottenham, mais je me rappelle avoir vu jouer. Mais voilà, c'était intéressant, j'étais agréablement surpris déjà de revoir Mathieu Valbuena jouer au football. Et ça jouait Il y a une extrêmement très belle bien. équipe. Hein. Ouais, ouais, avec Youssef El Arabi Ouais. et autres. Donc voilà, agréablement surpris de cette équipe. Et puis au-delà de ça, ils sont le solide leader de leur championnat. Je vais tout de suite retrouver le classement. Ils avaient fait le nul en huitième contre Wolverhampton avant le match retour. Donc d'Europa League. Donc voilà, c'est une équipe solide qu'on a l'habitude de voir en Coupe d'Europe. Et,
Et du coup, ça me paraissait assez logique de ce que j'ai vu en tout cas de le faire apparaître. Donc voilà, il était à 7 points devant le PAOK Salonique en championnat. Il dominait assez largement. Donc voilà, pour moi, ça rentre complètement dans les critères du top. Pedro Martins, 27ème. Maxence. Écoute, en 27e, je vais enchaîner avec un coach dont tu as déjà parlé hier, il me semble, c'est Philippe Clément. Donc Oui, c'est très bien reçu. l'entraîneur de absolument, c'est l'entraîneur du Club Bruges, donc qui a massacré le championnat belge, puisque c'est la seule équipe qui est officiellement championne, qui a été officialisée malgré la crise du coronavirus et le fait que le championnat n'est pas terminé. Philippe Clément, voilà, le Club Bruges c'est une équipe très avec beaucoup qui base énormément de choses sur le pressing et l'intensité, la capacité à ressortir vite les ballons des zones de pressing et de partir vite vers l'avant avec comme Persito et comment il s'appelle? J'ai Crépin perdu son Diata. nom. Il y a Diatta, mais non, c'est pas lui que je pensais. Ça va me revenir, ça va me revenir. Celui qui avait marqué contre le Real. Attends, je vais trouver Bref, ça. c'est pas grave. Donc voilà, c'est une équipe très jeune, mais qui a une grosse capacité à être très bien organisée, à sortir vite sur transition et à punir avec des joueurs qui vont très très vite devant. Donc il a eu aucun égal en championnat. En Ligue des Champions, il a fourni de très très belles prestations face au Real, contre le PSG, c'est très très bien défendu aussi. Donc voilà, hâte de savoir s'il peut installer le club Bruges comme le vrai et seul mastodonte belge en attendant de voir comment Anderlecht et le Standard vont pouvoir suivre la cadence. Donc voilà, il mérite complètement de cette place dans le top et il est border première moitié de top 50. Et j'encourage pour ceux qui veulent en savoir plus à aller suivre. Alors, attendez, pareil, je vais retrouver son nom, Guillaume Gauthier sur Twitter, qui est un journaliste chez Sport Mag, Foot Mag, pardon, et qui réalise de très très belles analyses tactiques sur tous les clubs de Belgique à base de data et de vidéos. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter ou si vous êtes belge, à le suivre dans Sport Foot Mag. En Voilà. sens, on avait Emmanuel Bonaventure ou on a Van Aken qui ont marqué contre le Real. Ah, et ben du coup, c'est pas à lui que je pensais, mais c'est pas grave. Attends, mais je vais retrouver ça et puis je te donnerai le nom. Très bien. Et bien écoute, 27ème position. Mika, excuse-moi, j'ai bugué, je te propose d'enchaîner. Emmanuel Denis. Emmanuel Denis. Mec, voilà. Je te laisse la parole. Pour la 27e position, moi j'ai placé Kim Bergstrand. On est en Suède, au Djurgårdens IF. Donc le titre a déjà été gagné puisque dans leur championnat ils ont déjà fini le championnat. Donc pour la première fois qu'ils gagnent le titre en 14 ans. C'est un ancien de l'AEK et de Hammarby. Officie en duo avec Thomas Lagerlöf, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Et voilà, selon les données Wyscout, c'est l'équipe avec une des équipes en championnat avec le plus de touches de balle dans la surface, le plus de passes, le plus de nombre de passes dans le dernier tiers, le plus d'expected goals. Ils ont gagné contre Hammarby, Göteborg, Örebro, Norrköping. Une équipe animée en 4-1-4-1 avec beaucoup de mouvements, beaucoup de rotations, des latéraux qui montent très haut. Voilà, c'est une équipe moderne dans, dans une belle équipe à voir jouer. Donc voilà. Et bien écoute, pour les hipsters du football, ça peut donner pas mal d'idées. Voilà, Kim Bergstrand avec son acolyte en duo. Donc voilà, ça fait aussi partie des belles histoires. 26ème position, moi je vais directement attaquer avec Luis Castro du Shakhtar. Voilà, je vais être honnête, j'ai regardé que contre Manchester City comme chaque saison. Voilà, ils jouent chaque saison donc j'en profite. Mais voilà, bon, de toute façon on sait un peu à quoi s'attendre quand on regarde le Shakhtar généralement.
Il a dominé son championnat. Il était en Europa League. Alors, il avait éliminé le Sporting, je crois, on disait l'autre jour. Donc, il était Le malmené, quoi. Benfica. C'est Benfica, lui? Décidément, je mélange des Il a éliminé Benfica, ouais. J'avais mélangé avec je sais plus qui a éliminé le Sporting. Enfin, bref, voilà. Ouais. Donc, c'est le Benfica. Voilà, il est dans sa lancée du côté du Shakhtar. Vous en avez bien parlé aussi. Je sais plus c'est qui l'avait placé. C'est toi, Maxence, qui l'avait déjà C'est placé. Max. Ouais. Ouais. Donc, Et j'ai placé très loin, moi. ouais, 42e. Là, j'ai sous les Ouais, yeux. 42e, ouais. Donc voilà, moi je le place 26e. Et voilà, ça me fait un nom en moins comme ça que je ne connais pas trop. Maxence, je t'en prie, 26e position. Qui vas-tu mettre à côté de mon Luis Castro? Eh ben, je vous avais promis de retourner en Anatolie encore aujourd'hui. Et ben le voilà. Et je voudrais parler de Hüseyin Timsir. Donc, c'est l'actuel entraîneur de Trabzonspor. Trabzonspor qui est leader du championnat. Et on parlait de Ruben Amorim hier. Et ben, parmi les grandes énigmes du football européen, et ben, Hüseyin Timsir, il en fait partie. C'est un très jeune entraîneur, il a 40 ans. Et c'est sa première expérience en tant que numéro 1. Donc, il était adjoint de Trabzonspor de Unal Karaman depuis le début de la saison. Ça se passait pas très bien à Trabzon. Résultat un petit peu en dents de scie. Ils étaient 5-6e à la trêve. Comme cadeau de nouvel an, Monsieur Karaman s'est fait virer. Et du coup, ils ont mis Hüseyin Timtir à la tête. Et bien, vous savez quoi? Et bien, Monsieur Timtir a le plus grand nombre de points gagnés par match en année 2020 dans toute la reprise, depuis le passage à la nouvelle décennie. Et Trabzonspor est leader du championnat. Donc pour voir un petit peu ce que ça disait, j'ai été mater une mi-temps de Trabzonspor sous son règne. Bon, bah voilà, c'est du football, c'est un peu du football turc classique. Ça joue énormément les duels, ça cherche à bien défendre et ça essaie de partir vite vers l'avant. Il a un effectif somme toute correct. Mais donc bon, j'avoue ne pas avoir vraiment d'explication sur le fait que le mec casse le championnat turc depuis le début 2020. Mais toujours est-il qu'il doit avoir une recette magique puisqu'il est leader du championnat avec un nombre de points par match qui est assez hallucinant, sachant en plus que c'est pas sur un petit comment dire un Échantillon. petit échantillon, merci, parce que le championnat turc a été un des championnats qui s'est arrêté le plus tard, donc il y a vraiment eu 2 mois de championnat entre la reprise 2020 et le moment où ça s'est arrêté. Donc voilà, à suivre Hüseyin Timsir, c'est un jeune entraîneur qui a peut-être des méthodes novatrices que je n'ai pas vues sur le terrain. Après, j'ai pas tout regardé. J'avoue n'avoir vu qu'un match, donc c'est trop peu pour juger. Mais je pense que c'est quelqu'un à suivre par la suite. En tout cas, on lui fait plein de bisous à Hussein qui est sans aucun doute devant son écran d'ordinateur. Mika, je t'en prie, 26e position. Alors, en 26e position, bah, j'ai placé un entraîneur qu'on connaît tous ici. C'est Eric Ten Hag de l'Ajax. Donc voilà, premier ex-aequo avec l'Ajax. Voilà, j'ai décidé de le placer malgré. Voilà, je ne veux pas dire que quand même, c'est pas une année décevante, mais peut-être qu'on est un petit peu déçu voilà, de son parcours en Ligue des Champions par rapport à l'année passée. Euh, mais je trouve qu'il a le mérite d'être resté, malgré le départ de pas mal de ses joueurs. Il a été éliminé en Europa League par une belle équipe, hein, par Retafe. Donc voilà, et malgré tout, il reste premier de son championnat. Il continue à essayer de développer son jeu, il continue à faire jouer des jeunes. Donc voilà, c'est dommage, on aurait aimé avoir la suite de ce championnat pour voir qui allait gagner cette course au titre entre l'Ajax et la Z. Mais voilà, pour l'instant, il est premier ex-aequo avec la Z, donc je trouvais qu'il méritait sa place. Eh bien écoute, Eric Ténard, qu'on reverra moi dans mon classement un peu plus haut. Je crois que tu l'as pas mis toi Maxence, hein, tu nous disais. Non, je l'ai pas mis, non. Eh bien écoute, ça fera peut-être des malheureux. Voilà pour la première partie de ce classement. On va rentrer dans la deuxième partie de
de cette émission et aussi la deuxième partie du coup de notre top 50, hein, puisqu'on va attaquer la 27e position. Et en 25e position, j'ai décidé de mettre Frankie Lampard. Voilà, tu l'avais mis un peu plus haut, je crois que c'était Mika en 41e position, je suis en train de voir. Ouais, 41e. Et bien moi écoute, il fait un bond de 16 places. J'ai été C'est beau, agréablement c'est beau. surpris. Ouais, c'est beau, hein, c'est toute l'émotion du sport Ah, que c'est je dis là. c'est magnifique. Je suis content pour lui. Franchement, ça me fait plaisir. Ouais, Surtout parce que quand tu sais que moi, je l'ai pas. c'est aussi là qu'on voit la culture footballistique des messieurs en présence. Voilà, moi j'ai mis les noms que je connaissais en haut. Non, mais au-delà de ça, Francky Lampard, j'ai été assez agréablement surpris. Faut pas oublier qu'il a pas eu le droit de recruter cet été. Et, quand on sait que United achète son équipe, voilà, un grand coup de millions, même si Chelsea le fait aussi, mais voilà, c'est pour Solskjaer, tac, bim. Mais voilà, il a dû se débrouiller avec des Kurt Zouma, des Christensen en défense centrale. Il a fait ce qu'il a pu, il a fait jouer les jeunes comme Mason Mount, comme Tammy Abraham, qui au final se sont révélés être des excellents joueurs. Et il a eu ce mérite en tout cas de les lancer, de faire confiance aux jeunes et de croire en ses idées. On a vu aussi un jeu quand même, pour avoir regardé pas mal de matchs de Chelsea cette saison, je trouvais, peut-être on va pas aller jusqu'à flamboyant, mais en tout cas très intéressant et peut-être que les amoureux du jeu que vous êtes, messieurs, me contrediraient, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je me rappelle du premier match, en tout cas, de championnat, son premier match sous les couleurs de Chelsea à Lampard, contre United, où c'est une leçon de football totale. Et au final, il mange que 4-0, on ne sait pas d'où ça sort. Euh, voilà, c'est un peu à l'image de sa saison, je trouve. Il est quatrième quand même, mine de rien. Et bon, il s'est fait casser le cul par le Bayern, mais bon, ça arrive à d'autres équipes. Donc c'est un petit peu ça le point décevant, mais globalement, il a peu le droit de recruter, il a fait avec les moyens du bord et avec les jeunes qu'il avait. Et au final, quand on fait le bilan, je pense, des 6 premiers mois, certes, il y a un petit peu de déception, parce que des fois, il y a des matchs qui sont laissés filer, mais je pense que si on demande l'avis de beaucoup d'observateurs, on est peut-être plus content que déçu du bilan pour l'instant de Frank Lampard. Maxence, je te propose d'enchaîner, 25e position. Écoute, en 25e position, moi j'ai Paulo Fonseca, le coach de la Roma. Donc pourquoi 25e? Les résultats sont satisfaisants, mais ne sont pas non plus exceptionnels. La Roma est 5e du championnat, si je me trompe pas. Mais moi, ce que je veux saluer, c'est qu'il est arrivé dans un vrai bordel, dans un vrai bordel. On se souvient de la saison dernière où ça s'est pas bien passé. Il y a eu des problèmes en interne avec De Rossi, avec Totti, qu'on a mis plus ou moins à l'écart du club. Il y a un proprio qui est aux abonnés absents. Il y a eu pas mal de changements à la direction sportive. Ils ont essayé Monchi, ça n'a pas marché. Il est parti, et voilà. On sait plus trop qui vraiment tirer les ficelles. Donc il est arrivé dans ce joyeux bazar. Et pragmatique comme il est et sérieux comme il est, Paulo Fonseca, et ben tout de suite il a mis les bases, il a mis des choses en place. Il a eu le mérite de relancer des joueurs avec lesquels on ne croyait plus trop. Il a œuvré pour faire un mercato très malin. Je pense à l'arrivée de Chris Smalling qui a fait une excellente saison. Voilà. Il a parfaitement su mettre en valeur Dzeko et utiliser l'effectif. Il n'a pas été aidé non plus par les blessures. Et je pense que ça, là-dessus, il y a un vrai problème aussi. À la Roma, c'est une tradition. Le nombre de blessés, notamment musculaires, qu'on peut voir par an, c'est une dinguerie. Donc, il a même pas pu compter sur son effectif tout du long. Et pour autant, ça a été constant dans les performances. Il y a eu très peu de non-matchs de la part de la Roma. Parfois, c'était limité du fait des joueurs. Parfois, ça n'a pas cliqué aussi dans le match où il est tombé sur plus fort que lui. C'est arrivé. Mais il y a un vrai bon contenu. Il y a vraiment énormément de promesses dans le travail de Fonseca. Donc, cette place de 25e, c'est plus un pari sur l'avenir que vraiment un constat à aujourd'hui, parce que je pense qu'il a eu pas mal d'obstacles pour pouvoir vraiment mener sa tâche à bien. Et pour autant, il s'est pas dégonflé. Il y a une vraie progression de la Roma. Et d'ailleurs, pour avoir échangé avec quelques-uns des supporters romanistas, voilà, il fait vraiment aujourd'hui l'unanimité auprès
auprès de tifoseria, de la capitale. Donc voilà. Mais écoute, Paulo Fonseca, qu'on retrouvera peut-être dans d'autres tops, en tout cas pas dans le mien. Mika, je t'en prie, est-ce qu'on va retrouver Paulo Fonseca et qui est ton 25e choix? Paulo Fonseca, on va le retrouver incessamment sous peu. Ah, no spoiler. Mais, mais d'abord, on va dans son ancien club et on va continuer de parler de Luis Castro. Ah, Donc voilà, vous en avez parlé les deux, hein, c'est ça? ouais. Donc voilà, bon bah, voilà, il n'y a plus grand-chose à dire, hein. Premier de son championnat, il a éliminé Benfica. Il y a une semaine, il a fait une interview dans Tribuna Expresso, donc un média portugais, où il racontait qu'il avait été assez énervé par le traitement médiatique de sa victoire contre Benfica. Donc en fait, dans les médias portugais, ils avaient surtout dit que Benfica avait perdu et que, comme si le Shakhtar n'était pas vraiment une grande équipe et que c'était très étonnant que Benfica ne gagnait pas ce match. Et donc il a commencé à tout balancer. Il a commencé à dire, voilà, il a expliqué que Benfica, les buts qu'ils ont marqués, c'était des erreurs de relance de la part du Shakhtar. Enfin voilà, il a dit que voilà, Benfica avait vraiment galéré contre eux et que eux aussi avaient fait des erreurs, mais qu'il n'avait vraiment pas apprécié ça, que le Shakhtar était un grand club, que son équipe était très forte et que du coup il était passé, que c'était justifié et qu'il le méritait. Et je suis plutôt d'accord avec lui, hein. Benfica a vraiment souffert à l'aller comme au retour et il a mérité sa victoire. Et c'est une des équipes voilà, qui aurait pu aller très loin, voire pourquoi pas au bout dans cette Europa League. Donc voilà, on a hâte d'être à la saison prochaine pour voir la continuité de son travail. Eh bien écoute, merci pour Luis Castro. On entre définitivement dans le top 25 avec la 24e position. Je crois qu'on n'en a pas parlé encore et moi je vais vous parler de Jorge Jesus, l'entraîneur de Flamengo, qui voilà, a gagné cette saison la Libertadores. Voilà, je suis devant le palmarès de Flamengo, donc Flamengo qu'il avait pu gagner depuis 81, donc ça commence à dater. Pareil, il a ramené le championnat à Flamengo 10 ans après. Il a gagné la Recopa Sudamericana, l'équivalent de la Supercoupe d'Europe, à l'échelle d'Amérique du Sud. Donc voilà, il a fait un travail énorme. Je ne sais pas combien de temps C'est ça le fait. meilleur. C'est le meilleur pour C'est le certains. meilleur. Voilà, C'est le meilleur. en une seule saison en plus. Hein. Voilà, c'est exactement ça que je vais souligner, c'est que voilà, c'est sa première saison à Flamengo et il ramène tout ça. Donc ça montre un peu le calibre du monsieur. 29 victoires, 6 nuls, 3 défaites comme bilan. Donc voilà, il a donné aussi à Gabigol de l'envie de vouloir rejouer au football, ce qui est une performance en soi. Donc pour ça on le remercie. Ouais, il a peut-être été salué par la sœur de Neymar du coup à la fin du match, mais voilà, c'est aussi ça la magie du football au Brésil. Et Jorge Jesus a l'air de s'être bien intégré et au final il a fait soulever un peu le Ah, puis Maracanã. Donc son équipe, elle est vraiment magnifique, hein. Moi, je suis tombé amoureux de son milieu défensif, Arao. Donc, ouais. vraiment une équipe magnifique. Écoute, en tant Et que son ailier gauche aussi, qui était très, 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 très fort, notamment à la finale contre Liverpool. en tant que fan de River, tu vois, je l'ai toujours en travers de la gorge, mais bon, on lui en veut pas, hein, et c'est pour ça que je le mets à la 24e position quand même, qui est une bonne place, je pense, dans ce top 50. Et je suppose qu'à mon avis, messieurs, vous allez le mettre plus haut que moi, donc je vous Oui. laisserai en parler un peu plus Effectivement. en détail. Voilà, Maxence, je t'en prie, 24e position. On rentre petit à petit dans les choses sérieuses, plus ça avance, hein, plus on va rentrer, donc je t'en prie. Ouais, bah écoute, en 24e position, moi j'ai Lucien Favre, le coach du Borussia Dortmund. Euh, Lucien Favre, deuxième année du côté du BVB. Pourquoi je le mets 24e? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un petit peu déçu. J'ai pas trouvé spécialement de continuité par rapport à l'exceptionnelle saison dernière où Dortmund perd le titre pour 2 points et aurait été champion dans 85% des années de Bundesliga. Après, ça s'était un petit peu cassé la figure en deuxième partie de saison après avoir survolé la boulie en première partie. Ça a été un petit peu mieux là sur l'année 2020, mais en 2019, j'ai trouvé ça vraiment brouillon.
J'ai pas aimé l'intégration des nouvelles, hyper hypé par le mercato. Alors autant avec Julian Brandt, ça s'est bien passé, c'est très très bien intégré. Pour autant, l'intégration de j'ai perdu son nom. Le latéral gauche Nico Schulz, d'Offenheim qui est arrivé, Nico Schulz, voilà, sur qui franchement je un basais frère, un vrai frère. énormément d'espoir et qui n'a quasiment pas joué. Voilà. Bon, après, il a été boosté par l'arrivée Tony Truant de Erling Haaland. Bon, j'ai bien aimé aussi les premiers pas de Giovanni Reina. Il y a des choses positives, hein, donc c'est pour ça qu'il est 24e. Mais j'ai pas trouvé de continuité. J'ai été pas mal déçu aussi de la confrontation face au PSG. Après un gros match aller, bon, j'ai eu du mal à comprendre comment ça s'est cassé la figure comme ça en deuxième partie en match aller, au match retour, pardon. Et bon, en championnat, bon, il est deuxième et il profite du fait que il y a eu un petit trou d'air sur les poursuivants. Mais bon, il n'a que finalement 4 points d'avance sur les Leverkusen qui est cinquième. Je l'attendais un peu dans une année où le Bayern a mis un énorme temps pour décoller. J'aurais vraiment attendu qu'ils prennent vraiment le lead et qu'ils puissent vraiment cette fois mener le BVB au titre. Mais finalement, ça a pas été le cas. Voilà. Puis bon, sur le jeu, je trouve que c'est parfois un peu mièvre. Il y a toujours des gros problèmes défensifs qui n'ont toujours pas été résolus. Ça prend toujours énormément de buts chaque 2 ans. Bon, voilà. Alors après, moi, j'adore Lucien Favre, hein. C'est un coach pour qui j'ai énormément de respect. Le travail qu'il avait fait à Gladbach, à Zurich, à Nice, rien à dire. Et l'année dernière aussi. Mais je sais que bon, voilà, cette année, il est un petit peu décrié du côté de la Roure. Et je peux comprendre parce que j'ai pas l'impression que l'effectif ait vraiment progressé sur cette deuxième saison. Eh bien écoute, Lucien Favre, qu'on retrouve en 24e position, peut-être qu'on le retrouvera plus tard dans nos tops avec Mika. Et Mika, je te propose d'enchaîner sans plus attendre. Eh ben, en 24e position, un entraîneur dont on vient tout juste de parler, c'est Paulo Fonseca. Donc voilà, Maxence, on a très très bien parlé. Pas grand chose à redire. Voilà. Et c'est voilà, toujours qualifié en Europa League, une équipe qui, malgré tout, cherche à jouer, il tente des choses, il tente d'inventer. Voilà, c'est du Paulo Fonseca, on voit qu'il y a du travail. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus que ce que Maxence a dit. Donc Eh bien voilà, écoute, ouais, 24e 24e. position, Paulo Fonseca du coup, qu'on ne reverra plus voilà, dans ce top 50, du fait de mon manque de culture footballistique. Voilà, je vous propose d'avancer, de continuer. On arrive dans les 3 derniers spots de cette émission. Moi, je vais aller du côté de la Hollande pour y rester un petit moment et je vais parler de Arne Slot, si je prononce bien, si je ne suis pas quelqu'un avec des difficultés psychomotrices, mais voilà, en tout cas, il va se suivre, je spoil déjà avec Eric Tenard dans mon classement. Je vous expliquerai après pourquoi, mais voilà, en tout cas, il est premier ex aequo avec l'Ajax et il s'est fait éliminer en 8ème d'Europa. Alors, 16ème, non 16ème, 16ème d'Europa, je ne sais plus par qui par contre. C'est fort Par dommage. Linz, je crois, hein. C'était par Linz, non? Il y a des chances que ce soit ça. Ah ouais, je crois. Ouais. Il me semble que c'était par Linz. À vérifier, mais Ça, il me ouais, semble que c'est ça. c'est Laskins, voilà. Ah, Donc voilà, je le mets là parce que mine de rien, on se rappelle tous de leurs prestations flamboyantes contre l'Ajax, en tout cas qui les a un peu fait exploser aux yeux de l'Europe. Mais voilà, c'est une équipe qui travaille très bien. Je pense que messieurs, vous l'avez aussi dans votre classement, donc je vous laisserai en parler en plus en détail en termes de jeu. Mais sur les résultats, c'est vrai que c'est impressionnant. La Z, c'est pas forcément l'équipe qu'on attend en haut du classement aux Pays-Bas. Puis finalement, ils sont là, ils jouent les premiers rôles. Et c'est une belle surprise de cette saison. Je t'en prie, Maxence, tu peux continuer ce top 50. eh ben écoute, en 23e place, j'ai Chris Wilder, le coach de Sheffield United, qui est la darling de la première ligue cette saison. Sheffield est 7e du championnat à 5 points de Chelsea 4e. Donc si le championnat avait pu continuer encore dans la course,
pour accrocher l'Europe et voire même la Ligue des Champions. Mick en avait déjà bien parlé. Faut rappeler que Chris Wilder, c'est quelqu'un qui vient du fin fond de l'Angleterre du football, qui avait entraîné des clubs en Sky Bet Ligue 2, Sky Bet Ligue 1, avant de prendre ensuite Sheffield United, qu'il a réussi à faire monter, alors que c'était pas spécialement prévu. Et là, ils ont absolument surpris tout le monde avec un effectif qui est très très loin des effectifs du top 10 de Première Ligue. Et grâce à son inventivité tactique, notamment à centre volant dont Mika a un petit peu parlé hier, il me semble. Donc c'est ces deux centraux là, à l'image de ce que font Jim City et Rafael Toloy à l'Atalanta, qui sont capables de sortir de leurs fonctions pour jouer plus haut que les milieux de terrain et accompagner les attaquants. Et c'est quelque chose qui a complètement fracassé pas mal d'équipes cette saison. Et en plus de ça, eh ben, une grosse organisation tactique, puisque Sheffield est la deuxième meilleure défense du championnat derrière Liverpool. Donc voilà, énorme travail fait par Chris Wilder, qui est sûrement le coach anglais le plus qui hype, le plus entouré par la hype en ce moment. Ça a été beaucoup Eddie Howe sur ces dernières saisons. Et cette année, ouais, c'est Chris Wilder. Maintenant, bon, à voir s'il va être capable de confirmer ça et de proposer une saison 2 de Sheffield United de même qualité, parce qu'on sait que c'est toujours le plus difficile pour les promus, c'est de confirmer. Écoute, je pense qu'on est un peu tous d'accord avec toi, Maxence, Chris Wilder, voilà, Totalement. qu'on a déjà vu, qu'on reverra, peut-être, si Dieu le veut. Mika, je t'en prie, 23e position, qui est ton premier gars sur le podium d'aujourd'hui? Eh ben, en 23e position, on va parler d'un entraîneur que Max porte dans son cœur, mais non pas parce qu'ils ont la même coupe de cheveux, mais parce que c'est un très grand entraîneur. On parle de Peter Zeidler, donc entraîneur de Saint-Gall en Suisse, leader du championnat suisse. Voilà, un entraîneur qui fait ses preuves partout où il passe. Voilà, il a gagné à Bâle, il me semble. Ça développe du jeu. Les supporters de Saint-Gall sont très contents de l'avoir aux commandes de l'équipe. Et voilà, c'est clairement la plus belle équipe de ce championnat, étant donné que le FC Bâle est très décevant, même pas forcément en termes de résultats, ils sont encore bien classés, ils sont bien placés en Europa League, mais en termes de jeu, le FC Bâle, c'est pas forcément une référence cette année. Mais le Saint-Gall de Peter Zeidler, ça vaut vraiment le détour et ça fait plaisir de le voir leader du championnat. Et c'est un entraîneur qu'on espère voir dans les années à venir encore plus haut, et pourquoi pas un jour en Bundesliga. Et pourquoi pas. Ouais, l'entraîneur du Saint-Gall, du coup, t'as dit, moi je l'avais vu, mais j'ai pas voulu faire Ouais. le hipster jusqu'au bout et le mettre sans avoir vu jouer son équipe, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, la prestation de Saint-Gall était à noter. On va enchaîner 22e position, disons on avance bien, on est déjà dans les deux derniers spots de cette émission. Moi, du coup, je vais continuer en Hollande et je vais mettre Eric Tenard en 22e position. Voilà, une certaine logique, en tout cas dans mon classement, c'est de le mettre au même spot que Slot, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, ils ont sensiblement les mêmes résultats, éliminés au même endroit de la Coupe d'Europe, au même classement. Donc voilà, l'Ajax est numéro 1 par la différence de but, mais on les met. C'est pas ça qui a fait pencher la balance, c'est surtout le fait qu'il a dû aussi reconstruire son équipe. On lui a quand même enlevé deux cracks du football mondial et des joueurs assez importants comme Las Chono qui jouait ou d'autres. Donc mine de rien, voilà, il a dû reconstruire et il fait aussi débuter certains jeunes qu'on peut voir à l'Ajax et dont on a l'habitude, mais voilà, c'est globalement ces arguments-là qui le font passer devant Slot, mais bon, ils sont à une place de différence, donc globalement c'est du kiff-kiff, et c'est pour ça aussi que je trouvais logique de les mettre assez proches l'un de l'autre dans le classement. Maxence, je t'en prie, 22e position, vers qui tu nous tournes? En 22e position, je vais aller en Espagne et j'ai pris Zinedine Zidane.
l'entraîneur du Real Madrid. Vous me connaissez, je suis pas un grand fan de Zinedine Zidane, le coach, mais bon, faut quand même être capable de faire preuve d'objectivité et de saluer le travail de Zidane, donc qui est largement dans la course au titre en Espagne, à 2 points du Barça. Encore en Ligue des Champions, même si c'est un peu ric-rac. Après, moi, bah, je reste sur mes positions. Je suis toujours pas convaincu par le fait que ce soit vraiment un entraîneur de football, parce que voilà, cette année on lui a enlevé Ronaldo, et clairement, même s'il y a du mieux, il y a du mieux un peu dans le jeu. Ben, on voit tout de suite que ça fonctionne beaucoup moins bien. Moi, je suis désolé, quand tu es le Real Madrid et que le Barça fait face à une de ses plus grandes crises institutionnelles, tu dois être leader en championnat. Tu t'es fait massacrer en Coupe du Roi par la Sociedad, qui t'a surclassé dans le jeu et qui méritait complètement de passer. En Ligue des Champions, tu es en balotage défavorable face au City de Guardiola. Donc au final, sur les résultats, c'est pas fameux. Sur le jeu, c'est pas fameux. Après, voilà, il a quelques circonstances atténuantes. Il a quasiment eu une saison blanche d'Eden Hazard. Il a un effectif qui vieillit et qui a été très mal renouvelé, qui est pas forcément très équilibré. Donc difficile aussi de. C'est pas la meilleure version du Real Madrid qu'on ait pu voir sur ces dernières années, mais pour autant, il a quand même la cam pour faire beaucoup mieux et voilà. Je le mets 22e parce que les résultats sont à peu près satisfaisant sur d'analyse pure, mais franchement, sur le contexte et la manière, il y a quand même beaucoup à voir. Voilà pour ZZ qui a un crâne aussi juste que le tien du coup Maxence maintenant Ouais, du coup, ouais, c'est un peu une petite dédicace exactement, aujourd'hui. c'est ça. Donc voilà pour Zizou qu'on retrouvera probablement, en tout cas chez moi on le retrouvera bientôt. Mika, je t'en prie, 22e position. Eh ben, on continue avec un crâne aussi lisse que celui de Maxence. Un autre Peter, et cette fois c'est Peter Bosch de, de Leverkusen. Donc voilà, un entraîneur que je trouve que c'est une référence en Europe. Voilà. Son Leverkusen joue d'une bien belle façon. Voilà, avec des joueurs comme Kai Havertz, magnifique, qui ont éliminé Porto d'une façon magnifique. Hein. Donc voilà, hein, moi je suis supporter de Porto, mais je suis le premier à rager quand on perd et à être de mauvaise foi. Mais là, que ce soit sur l'aller ou au retour, voilà, rien à dire. Une équipe qui joue très bien dans un 4-3-3, euh, qui presse vraiment bien, qui sort bien le ballon, qui joue très bien les formats, qui joue très bien les transitions. Voilà, rien à dire. Vraiment, c'est du très beau football. Peter Bosch, c'est le football qu'on aime. Voilà. Et une très belle victoire cette année contre Dortmund aussi, qui a salué. Eh bien écoute, Peter Bosch qu'on va retrouver très certainement par la suite, hein, on va pas donner de classement, mais je connais aussi notre cher coach Maxou et on Mm. sait que c'est un très grand amoureux de cette belle personne. On va pouvoir attaquer la dernière place du jour. Nos trois derniers entraîneurs. Maxou, on a déjà pas mal parlé. Je vais partir du côté de Dortmund et de Lucien Favre en 21e position. Au buzzer, un peu, voilà, il était un petit peu plus haut, puis au final, au fil des jours, il a descendu, il se retrouve 21e. Voilà, très décevant contre dans la manière, en tout cas en championnat où on a vu beaucoup de fois Dortmund être mené ou voilà, se faire rattraper malgré des prestations. Moi j'ai trouvé là où je te trouve dur Maxence, c'est que quelquefois on les a vus rarement aussi bien jouer. Dortmund, je pense au match contre Leipzig ou même en Ligue des Champions contre Paris au match aller où on les a rarement vus aussi bien jouer. Et au final, ça déteint aussi avec le fait que des fois on les a vus totalement à l'ouest et se faire rattraper. Le match contre Paris, le retour en est la belle preuve, où c'est pas du tout le Dortmund auquel on est habitué. Il a eu des individualités aussi extraordinaires, Erling Haaland, Jadon Sancho qui explose totalement cette saison, donc qui l'ont bien aidé. Mais voilà, je reste sur ma fin aussi un petit peu comme toi, Maxence. Et au final, il se retrouve deuxième, c'est plutôt flatteur au vu des saisons des concurrents, mais
voilà, il est déjà éliminé en Coupe d'Europe et il fait pas forcément passer le palier qu'on attendait de lui à Dortmund. Donc Lucien Favre, 21e. Maxence. Eh ben écoute, je vais parler d'un de ses prédécesseurs, puisque je vais évoquer Thomas Tuchel en 21e position. Donc Tuchel, on le présente plus, hein, entraîneur du Paris Saint-Germain. Pourquoi 21e? Un petit peu, on va dire que c'est un petit peu par rapport dans le même argumentaire que Zidane, mais d'une manière un peu plus positive quand même. Parce que, alors certes, en ce moment, il est un peu bien vu parce qu'enfin, il a réussi à faire passer le cap au PSG, il s'est qualifié en quart de finale, il est leader incontesté du championnat, il est en finale dans les deux coupes si je me trompe pas. Mais pour moi, en fait, tout ça, c'est le. Si on voit les objectifs du PSG, pour moi, ça, c'est le minimum syndical. Donc, déjà, bravo à lui. Il a atteint ses objectifs, les objectifs qui lui étaient fixés. Après, moi, j'ai quand même à redire sur la manière. Je trouve pas ce PSG dominateur comme il devrait l'être avec les joueurs qu'il a. Je trouve que ça tâtonne énormément. Il y a quelques imprécisions tactiques. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Bon, là, il a un petit peu abandonné cette idée un peu saugrenue de son 4-2-4 avec 4 mecs qui défendent pas. Parce que ça, quand j'avais vu ça, moi, j'ai sursauté le match contre Monaco où ça part en cacahuète dans tous les sens. Pour moi, c'est indigne d'une prestation d'un des clubs qui se réclament être un cadeau en Europe. Voilà, il y a des choses que j'ai encore du mal à comprendre. Et j'ai pas l'impression vraiment que ce PSG, alors qu'il recrute toutes les saisons et que l'effectif est quand même de très grande qualité, on s'est à rediscuter sur certains postes. Je pense notamment sur les postes latéraux où effectivement ça peut être perfectible. Mais j'attends encore un petit peu mieux. Alors après, effectivement, il a des circonstances atténuantes. Le PSG est pas connu pour être un club hyper bien structuré et hyper sérieux. Et je pense que ça doit le gaver aussi. Le comportement des joueurs parfois est vraiment discutable. Et je pense à mon avis, il consacre plus de temps à faire de la garderie que vraiment du football. Mais pour autant, j'attends encore un petit peu mieux parce que je fonde énormément d'espoir sur cet entraîneur que j'apprécie beaucoup. Et j'ai pas l'impression qu'il ait encore trouvé la pleine mesure avec son PSG. Donc voilà. Et voilà pour le portrait de Thomas Tuchel. Michael, je te propose de conclure voilà, et de nous annoncer le dernier entraîneur de l'émission. Eh ben, tu viens d'en parler. 21e, Lucien Favre. Oh les deux. Je crois que Donc c'est la première voilà. fois qu'on a tous les Eh, un entraîneur en même temps, ou en tout cas entre nous trois. bah, comme Euh, quoi Elle est les belle grands esprits l'histoire. se rencontrent. Je Mais t'en- voilà, hein, Lucien Favre, voilà, bah, vous avez déjà tout dit, hein. De toute façon, pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, il continue à développer des bons jeunes, hein. Moi, Giovanni Reina, moi, je suis fan, clairement. Je suis agréablement surpris de ce joueur. J'avais beaucoup aimé ce match aller contre le PSG. J'ai été déçu au retour. Euh, je trouvais qu'au retour, c'était pas solide, ça défendait pas bien, c'était brouillon dans les transitions. Euh, mais après, voilà, hein, ça reste du Lucien Favre, donc en championnat, il est encore là. Euh, voilà, vous avez déjà tout dit, de toute façon, les gars. Hein. Voilà, pas rentrer dans les détails, je peux pas en dire plus que ce que vous avez déjà dit. Mais voilà, il méritait quand même d'être dans ce top. Et voilà, comme a dit Maxence, c'est un entraîneur qu'on respecte, pour qui on a beaucoup d'admiration. Donc voilà, on, on continue à en attendre davantage de Favre, malgré tout, parce on connaît la qualité de cet entraîneur-là. Eh bien écoute, voilà, Lucien Favre qui par deux fois conclut notre top 50 du jour, de 30 à 21. Mika, est-ce que tu trouves qu'on a blasphémé un peu? Peut-être moins, est-ce que j'ai blasphémé aujourd'hui, Mika? Non, je trouve pas. Non, eh Honnêtement, bien, je trouve pas. écoute, ça me remplit de Je trouve que bonheur. c'est cohérent. Ça Je me trouve que remplit de c'est bonheur. cohérent. Coach? non, après, comme j'ai dit, de toute façon, c'est très Insulte-moi, fais-toi subjectif. plaisir, Maxence. Non, après, c'est vrai que bon, moi, c'est vrai que le fait que Fonseca soit pas dans ton top, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ça, voilà, ça s'entend. Il avait redonné le Et football à Javier Pastore, mais malheureusement, il a disparu des radars.
Et c'est vrai que rien que pour ça, je l'apprécie beaucoup. Mais voilà, c'est un peu trop dilettante cette année, même si je conçois que dans le jeu, c'est plutôt pas mal, mais cinquième, très Ah loin non, non, derrière mais tout le monde. c'est bien sûr, bien sûr. Non, mais après, Et, on peut expliquer nos choix, il n'y a pas de souci. Après, moi, et si je peux me permettre, je suis vraiment étonné que Max a placé Zidane. top 50? Ouais, ah ouais. Ou au Écoute, tu pire, je vois, l'aurais vu. Hmm. vas-y. Non, vas-y. Bah, je disais juste que au pire, je t'aurais vu le placer un peu enfin, plus haut, tu sais. Ouais, ben en Je sais fait, pas tu moi, sais, entre voilà, 40e ou. quoi? En vrai, Mais franchement, je m'attendais pas à ça. j'étais en train de faire l'argumentaire et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai mis aussi haut? En vrai, même moi, en fait, je sais Ça, pas, fallait le changer en direct. je comprends pas pourquoi je l'ai mis. Pendant que tu Je donnes sais pas tes pourquoi je l'ai arguments, mis tu dis, aussi bah, en haut, en fait, je le fait. change. Franchement, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je l'ai mis aussi haut? Hier, j'ai déglingué Sarri et mis là Zidane, je le mets 22e. C'est ça, c'est ça, en fait, je comprends pas. En fait, tu sais quoi? Le problème, c'est que franchement, bah, on va être transparent auprès de nos auditeurs. Moi, c'est vraiment un profil d'entraîneur que j'aime pas du tout. Et je me dis qu'en fait, j'ai fait de la psychologie inversée et que je me suis dit que j'allais pas le massacrer et du coup, je l'ai mis 22e. Voilà. Et Eh c'est ben, la seule explication que j'ai parce que c'est vrai que franchement, derrière, je me suis dit, mais comment j'ai pu le mettre devant des mecs que j'ai mis derrière? Je sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est. Ouais. Non, bah après, d'un point de vue purement, purement résultat, si t'enlèves la Copa del Rey, bon, en soi, il est dans les temps, quoi. En soi, bon, il était pas en bonne posture en huitième, mais il pouvait toujours se qualifier. En Liga, il est dans le short du Barça. Bon, si tu prends les résultats purs et durs, C'est vrai. c'est loin d'être catastrophique, tu vois. Dans la manière, moi, je suis vraiment pas convaincu. Mais c'est vrai, il y a d'autres Ah, raisons. pareil, C'est hein, vrai, pareil, hein. mais ce que tu dis, c'est vrai. Hein, c'est vrai que même moi, pendant que je faisais le portrait, je me disais, mais pourquoi je l'ai mis aussi haut? Donc, bon, bah, voilà. Et c'est toujours le même constat avec Zidane, hein. C'est-à-dire que quand tu penses à Zidane en tant que coach, tu vas penser gestion des joueurs, tu vas penser groupe qui vit bien ou des choses comme ça, mais tu vas pas penser à quelque chose dans le jeu, en fait. Ouais, mais c'est exactement ça. Moi, je Tu vas suis pas hyper penser, frustré. tu vas pas dire tu vas pas dire, ouais, c'est un entraîneur qui défend vraiment bien, où les joueurs ferment les. Enfin, non, tu vas pas parler de bonne transition il n'a pas une offensive. Non, tu vas signature. penser d'abord à autre chose qu'au jeu. Voilà, c'est ça. Bah, moi, c'est ce que je pense personnellement. D'accord, très bien. Zizou qui pourra peut-être faire l'œuvre d'un débat, mais on a déjà beaucoup parlé avec Maxence de notre cher Zizou, mais voilà, ça en fin de top peut-être pour en reparler, voilà, ou même dans les prochains tops sans spoiler. Mais voilà, donc écoutez, messieurs, merci encore une fois pour cette émission. Demain, on va attaquer de 20 à 11. On va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet avec peut-être les premiers tics, avec des grands coachs, en tout cas de grands clubs. Donc ça va être encore intéressant à voir. Merci messieurs pour votre participation. Merci Maxou, merci Mika. Toujours un Mais de rien. plaisir. Avec plaisir et partagé. Et puis chers auditeurs, voilà, vous nous retrouvez à midi comme d'habitude. Donc je vous souhaite un bon appétit. Puis si vous le regardez plus tard, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode des top 50 de l'entraîneur de la saison. Bye. Ciao! Salut!